pour tous les sujets innovation. Et je suis notamment le président du jury Ciel Innovation. Ce jury Ciel Innovation sélectionne les produits présentés par les innovations présentées par les différents exposants et les présente notamment à l'entrée du Hall 6. Vous l'avez peut-être déjà vu, l'espace Ciel Innovation. C'est une sélection, disons, des meilleures innovations des exposants du salon. Alors comment on procède ? Nous demandons plusieurs mois avant la tenue du salon aux exposants de nous présenter leurs produits et nous retenons ceux qui véritablement apportent un élément nouveau pour le consommateur ou pour le distributeur, un caractère innovant, que ce soit en termes de plaisir, que ce soit en termes de santé, en termes de praticité, d'éthique, même de positionnement. Ça peut être en termes de prix également, on y reviendra. Et on leur donne le label Ciel Innovation. Alors pour votre information, on a reçu cette année plus de 2000 nouveaux produits présentés par les exposants et on en a retenu exactement 555 dont la plupart sont présentés sur l'espace Ciel Innovation à l'entrée du Hall 6 juste derrière moi. Ces 550 produits ont le label Ciel Innovation. Et il y a eu également une remise de prix hier où on a remis les prix par catégorie de produits et pris un Gold Award, un Silver Award, un Bronze Award qui ont été donnés. Mais l'ensemble des produits, évidemment, sont intéressants à constater. Donc ce que je vais voir aujourd'hui avec vous, c'est quelles sont les tendances de ce Ciel 2022 en termes d'innovation. Qu'est-ce qu'on remarque ? Parce que le Ciel, par sa grandeur, est véritablement représentatif de l'innovation dans le monde. Je rappelle qu'il y a dans le monde environ entre 25 et 30 000 nouveaux concepts qui apparaissent chaque année sur les différents marchés. Et quand on a ici plus de 2000 produits présentés, c'est vraiment significatif en termes de tendance. On peut vraiment dire que le Ciel est le salon international de l'innovation alimentaire. Donc, à quoi elle ressemble cette offre en termes de tendance ? Alors, je vais développer 6 points avec vous qui me semblent être véritablement des marqueurs des tendances innovantes de ce salon. Le premier point, c'est vraiment un marqueur. Quand on a reçu les produits, on était véritablement étonné du nombre de substituts végétaux arrivés, qui sont présentés sur le salon. 24% des produits que l'on a reçus étaient des produits pour végétariens, véganes, des substituts végétaux. Et c'est énorme, c'est énorme. Alors, excusez-moi, les slides ne sont pas forcément dans l'ordre. Donc les substituts végétaux ou les produits pour végétariens, ils sont de différents ordres. On a d'abord des produits que l'on connaît déjà depuis un certain temps, aussi bien sur le marché européen que sur les marchés anglo-saxons ou asiatiques. C'est des produits à base de légumineuses ou à base de soja, qui sont des éléments de cœur de repas, évidemment, des galettes de soja par exemple. Mais ça, on les connaît depuis très longtemps, qui peuvent remplacer un produit carné ou un poisson dans l'assiette. Il y a également des produits, une nouvelle génération de produits qui ne sont pas des galettes de légumes ou des galettes de légumineuses, mais qui sont ce qu'on appelle des meat-like ou des meat analogues, ou là qui veulent absolument ressembler à la viande, avec le goût de la viande, avec la texture de la viande, avec l'apparence de la viande, et même quand c'est saignant, quand on coupe, on a un peu de sang qui coule. Évidemment, tout ça, il n'y a aucun produit carné, aucun produit animal dedans. Donc, vous imaginez bien que pour réaliser ça, il faut un certain nombre d'additifs. C'est le revers de ce produit-là. Un steak, c'est 100% viande. Ces produits-là, ils ont des additifs, ils ont des colorants, ils ont un certain nombre de produits. Alors, ils essaient d'en avoir le moins possible, mais c'est le revers de la médaille. Et puis, il y a un autre revers aujourd'hui. C'est pour ça peut-être que ces marchés des meat-like diminuent en ce moment. C'est que ces produits sont chers, restent chers, et qu'il faut avoir les moyens pour s'offrir ce type de produit. Et on voit arriver une nouvelle génération de produits également dans cet esprit-là, c'est les mixtes 50-50. 50% de matière animale dans le produit et 50% de matière végétale dans le produit. Alors, c'est évidemment pas pour les véganes ni les végétariens, mais c'est pour ceux qui,
dans leur consommation régulière, veulent végétaliser leur alimentation, avoir plus de végétal dans l'alimentation. Et alors c'est nouveau, on va voir, il existe même des produits laitiers 50-50 avec 50% de lait animal et 50% de lait végétal. Voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas certains produits sont présentés comme ça sur le salon. Également, on voit arriver dans une moindre quantité, mais pas mal de produits qui sont des substituts de poissons. Alors ça peut prendre différentes formes. Ça peut être alors on connaît les substituts de thon en conserve, par exemple, les substituts de saumon fumé, qui sont, en termes organoleptiques, on peut le dire, plus ou moins réussis. Ceux qui aiment le saumon fumé, ceux qui aiment le thon, généralement n'aiment pas ces produits parce que c'est très iodé. C'est des produits il y a encore du travail organoleptique, il faut le dire. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est une arrivée d'une nouvelle génération de produits de substituts de poissons pour des recettes, pour faire des recettes. Ça peut être des morceaux de crabe pour une salade, par exemple, où le substitut n'intervient que comme un ingrédient dans la recette que l'on va faire, parce que on le verra tout à l'heure, mais effectivement, les végétariens ou les véganes sont des populations qui cuisinent plus volontiers à la maison que la moyenne des consommateurs. Donc, avoir des ingrédients et des aides culinaires végétales, ça peut être une bonne idée. Également, beaucoup de substituts de produits laitiers, de desserts laitiers, au niveau de la crèmerie, au niveau des yaourts, par exemple, avec des produits comme on voit ici. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que ces produits qui ne sont pas nouveaux, hein, on en a vu beaucoup ces dernières années, généralement, on parlait santé aux consommateurs quand on parlait lait végétal. Aujourd'hui, on le voit bien avec ces produits-là, par exemple, on parle plaisir aux consommateurs. C'est-à-dire que le consommateur, même s'il est vegan ou végétarien, il veut se faire plaisir. Il n'est pas là forcément pour ce qui le motive quand il achète les produits, c'est certes la santé, c'est certes l'écologie, c'est plein de choses, mais c'est avant tout le plaisir. Et on voit bien que ces produits, pour sortir du ghetto dans lequel ils étaient, un peu de produits pour végétariens, pour s'adresser un peu à tout le monde, eh bien, ont aujourd'hui des positionnements plaisir assumés. Et également, je le disais tout à l'heure, on voit beaucoup de produits, notamment du côté des fromages, arriver pour être un ingrédient, un aide culinaire pour faire la cuisine, pour faire des pizzas par exemple, pour faire des salades, pour faire des burgers végétariens. Donc là, c'est des produits qui non pas sont consommables en l'état, mais qui sont là comme aide culinaire pour cuisiner, parce que je le répète, le vegan ou le végétarien est un consommateur qui cuisine beaucoup par lui-même. Alors la première tendance, hein, j'aurais pu la mettre en numéro 1 parce que c'est la première réponse qu'il faut apporter aux consommateurs, c'est une réponse de plaisir dans la consommation, surtout en période de crise comme on a connu multiples, comme les périodes du Covid ou les périodes de l'inflation qu'on peut connaître suite à la crise en Ukraine par exemple. Aujourd'hui, notamment par rapport à ce qu'on a vu précédemment et les problèmes de budget que peut avoir le consommateur qui fait des arbitrages, eh bien souvent l'alimentation est sa source de petits plaisirs quotidiens et d'autres sources de plaisir comme le restaurant, comme le cinéma, etc., il ne peut pas forcément se les offrir, en tout cas en moins grande quantité. Et l'alimentation a ce rôle-là de petits plaisirs multi-quotidiens. Donc, aujourd'hui, évidemment, l'offre plaisir est importante. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, avant tout, pour le consommateur, quand on interroge c'est quoi le plaisir en alimentation, il dit, et la réponse, c'est le goût. C'est le goût. Et ça, les goûts, ils évoluent. Et ce ne sont pas les mêmes en France ou à Tokyo, au Japon ou aux États-Unis ou même en Angleterre. Par exemple, nous, Français, on aime le bon pain, mais le bon pain pour un Anglais, ce n'est pas le même. Le bon pain pour un Allemand, ce n'est pas le même. Hein, donc on a véritablement je le dis toujours, mais l'alimentation, il n'y a pas de mondialisation des goûts, il n'y a pas de mondialisation alimentaire, contrairement aux autres secteurs d'activité. Hein, la téléphonie, le cinéma, les loisirs, etc. se mondialisent. L'alimentation, non. Aujourd'hui, c'est des recettes locales, c'est souvent lié à la tradition, au goût, aux habitudes. Et donc, par exemple, en Europe, on constate, et même partout dans le monde, mais de différentes sortes, de différentes façons, un retour à des goûts très prononcés, à des goûts forts, à des goûts expérientiels. C'est une expérience du goût. Ça peut être, encore une fois, ça peut être
des goûts très segmentants, hein. On peut ne pas aimer. Il y a des gens qui aiment l'ail noir, par exemple. L'ail noir est un ingrédient que l'on voit revenir. L'ail noir, c'est un ail confit qui a un goût particulier. On a également, par exemple, le gingembre. Le gingembre est un goût que l'on revoit beaucoup dans les préparations aujourd'hui. La truffe, ses goûts prononcés et ses goûts forts. Quelques également que les Asiatiques et les Japonais connaissent très bien, l'umami. L'umami, cet autre sens au-delà du sucré, du salé, de la mer, etc., c'est le goût du bon goût, c'est le goût du savoureux. Et ça, on voit arriver une nouvelle génération de produits qui justement promettent cette saveur exceptionnelle qu'est l'umami. Le goût, il peut être apporté, comme on vient de vous le voir ici, avec des ingrédients toujours naturels. C'est important pour le consommateur le plaisir, il doit être en permanence garanti. Donc, si on apporte du goût, ça doit être naturellement. Et donc, ça peut être par des ingrédients naturels, comme on vient de le voir, ou alors par des process naturels. Des process qui pour apporter un goût, pour apporter une fonctionnalité au produit. Ça peut être par exemple la fermentation. La fermentation revient beaucoup, hein. C'est un process ancestral de conservation des produits notamment. La choucroute, c'est un produit fermenté. La bière est une boisson fermentée, etc. Les yaourts, c'est fermenté. Mais cet élément fermenté, on le voit revenir aussi avec les légumes, des légumes fermentés. Alors la fermentation c'est quelque chose de très connu, par exemple, en Corée. La Corée, c'est le berceau de la fermentation, si j'ose dire. Le kimchi, la spécialité coréenne, ce sont des légumes fermentés ça a un certain goût, un peu acide, etc. Il faut aimer. Hein, il y en a qui n'aiment pas. Et donc, ça, la fermentation, ça peut être la maturation également. La maturation est un process naturel qui apporte du goût. Une côte de bœuf maturée de 4 semaines, elle a un goût prononcé. Ça peut être l'infusion également, qui est un process très utilisé en cuisine et en industrie aujourd'hui pour apporter naturellement un goût prononcé au consommateur. Le plaisir, c'est bien sûr aussi le plaisir de s'offrir du haut de gamme, du premium, malgré le contexte. Malgré le contexte, on observe une nette remontée de l'offre premium, de l'offre sophistiquée avec des recettes nouvelles, des recettes uniques. Je le dis encore, l'alimentation est vraiment moyen de se faire des petits plaisirs quotidiens, de s'offrir de temps en temps du haut de gamme, même si le consommateur doit faire des arbitrages. La plupart du temps, il fait des économies. De temps en temps, il s'achète des produits un peu plus chers pour vraiment se faire plaisir. Ça va être... là, j'aime bien ce produit qui a reçu un prix hier. La truitelle, c'est dans le domaine des conserves de poissons en France. On connaît la sardine, on connaît le maquereau, on connaît le thon, mais on ne connaît pas la truite. Et comme c'est un poisson d'élevage, il est possible qu'il soit bio. En l'occurrence, là, il est bio. Et c'est un produit nouveau sur le rayon qu'on ne connaissait pas, avec des petites truites bio de montagne, bio, et donc un produit vraiment sophistiqué et premium. Et d'autres produits que vous verrez sur le site à l'innovation, il y en a beaucoup. Alors qu'on est en période peut-être de crise inflationniste, on pourrait penser, oui, beaucoup de premiers prix ou beaucoup de produits prix minimum. Non, au contraire, on voit arriver une quantité assez importante de produits haut de gamme. Et puis, un effet Covid, sans doute, c'est ce qu'on appelle les comfort foods. C'est les produits où le consommateur, il fait des écarts dans sa conduite habituelle. Il se fiche de savoir si c'est gras, si c'est sucré, il se fait plaisir. Et par exemple, je vais prendre en France, mais je sais que c'est la même chose dans beaucoup de pays. Les meilleures innovations, celles qui ont fait le plus de chiffre d'affaires, c'est Nielsen qui le dit, le panéliste Nielsen qui le dit. En France, l'année dernière, ce sont des produits Kinder, des glaces, des produits pur plaisir, qui ne parlent pas de santé, qui ne parlent pas d'écologie, non, uniquement de plaisir. Donc, je dis que c'est une expression française, il faut remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire qu'il faut aussi relativiser, oui, la santé, oui, la citoyenneté, l'éthique, l'écologie, mais le plaisir avant tout pour le consommateur. Ici, des produits qui sont vraiment des produits délicieux. Hein. Si vous avez l'occasion d'aller sur les stands et goûter ces produits, c'est vraiment le plaisir qui est mis en avant. J'ai un petit souci. Voilà, merci. Alors oui, plaisir, mais garantie quand même.
garantie en termes de simplicité et en termes de composition du produit. Donc on s'oriente vers le clean label, évidemment. La première chose que regarde le consommateur, il regarde les étiquettes, hein, souvent, mais parfois, même souvent, les étiquettes, il ne les comprend pas. En Europe, on a par exemple une obligation de donner la liste des ingrédients du produit. On a aussi l'obligation de donner les indications nutritionnelles du produit. C'est un discours que le consommateur ne comprend pas. Souvent, les ingrédients, c'est des E avec un numéro derrière, ou ça peut être, par exemple, de la gomme de xanthane. Le consommateur, il ne sait pas ce que c'est. On lui parle un langage qu'il ne comprend pas, alors qu'il est curieux de ça. Il n'y a pas un consommateur sur deux en France, en Europe, qui associe lipides à graisse, qui associe glucides à sucre. C'est considérable. Donc, quand on lui donne ces informations, il ne les comprend pas. Donc, il y a aujourd'hui une nécessité de faire comprendre aux consommateurs les efforts que l'on fait sur les produits. Et notamment, donc, les premières choses qu'il regarde, les ingrédients qu'il comprend, c'est le sucre, le sel, le gras. Ça, il sait qu'il n'en faut pas beaucoup en tout cas. Donc on voit arriver ces informations-là sur les produits avec de manière assez ostensible, de manière assez visible, cette réduction de sel, de sucre ou de matière grasse, comme ici vous voyez 30% de sucre et de matière grasse en moins, 30% moins de sucre, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que ces produits, ce ne sont plus comme les produits light ou les produits médicamenteux qu'on avait dans les années 2000. C'est vraiment des produits qui jouent le plaisir. Je vais prendre l'exemple d'une confiture. Une confiture, c'est des fruits et du sucre. La confiture light des années 2000, eh bien, on mettait moins de sucre. On mettait moins de sucre et on disait confiture light. Eh bien, avec la même recette, aujourd'hui, on fait une confiture plaisir avec plus de sucre, plus de fruits. On joue sur le plus de fruits et pas sur le moins de sucre, pour donner une dimension plaisir. C'est le même produit, mais pour donner une dimension plaisir aux consommateurs. Alors, beaucoup de produits qui simplifient les recettes, c'est ce qu'on peut appeler le clean label, hein, c'est moins d'ingrédients dans les recettes, qui affichent de manière ostensible sur le produit moins de 5 ingrédients, 4 ingrédients, 3 ingrédients, et qui les cite. Et il dit souvent « et c'est tout ». C'est-à-dire pour montrer que le produit a une composition simple, rassurante pour le consommateur et plus sécurisante. Et également une nouvelle génération de produits gourmands, de confiserie, de desserts, qui sont généralement le domaine des produits sucrés. Eh bien, on a par exemple ici, pour ceux qui connaissent cette confiserie, c'est de la barbe à papa. C'est un produit qu'on retrouve sur toutes les fêtes foraines en France. Un produit qu'aime bien, c'est du sucre. Normalement, du sucre uniquement. Mais là, il y a 0 sucre. C'est fait avec de la fibre de chicorée. Donc, le produit, c'est un des premiers produits confiserie qui a un Nutri-Score A. Le Nutri-Score en Europe et en France est une note sur l'équilibre santé du produit. Donc c'est une très bonne note pour ce produit, alors que c'est que du sucre normalement sur ce produit. C'est assez rare. Et la même façon avec un dessert au chocolat, qui généralement serait en temps normal avec un Nutri-Score D ou E, là un Nutri-Score A, là également avec l'utilisation de fibres de chicorée à la place du sucre. Alors la santé et la fonctionnalité, bien sûr présentes. On a eu c'est un effet Covid. Un effet Covid, le consommateur, on s'en souvient, on avait des craintes de contamination. Pour rendre contamination, le virus, il faut être plus résistant. Donc la promesse de résistance, d'immunité est remontée en flèche. On a fait, nous, chez Protéines XTC, on a regardé ce qu'il y avait avant le Covid et après le Covid, 1 an d'innovation avant Covid et 1 an d'innovation après Covid. Le nombre de produits à promesse immunité était multiplié par 8. Énormément de produits. Alors ça peut être des eaux, ça peut être des boissons, ça peut être des yaourts, ça peut être de la crèmerie. Beaucoup de produits qui promettent l'immunité du corps. Alors c'est souvent grâce à des vitamines ou à des ferments, par exemple, ajoutés à la recette. On a également, c'est l'année des légumineuses. La légumineuse, ce sont ce qu'on appelle les légumes secs, ce sont les haricots, les lentilles, les pois chiches, etc., qui sont très riches en protéines et qui sont rassasiants et qui permettent
souvent d'apporter de la protéine aux consommateurs. Donc on les utilise beaucoup, on l'a vu tout à l'heure, dans les substituts de viande, mais également elles interviennent dans la réalisation de recettes de pâtes, par exemple, avec moins de blé, mais plus de légumineuses, ce qui permet notamment aux pâtes d'avoir moins de gluten. Et voilà, les légumineuses, on les retrouve véritablement partout dans de nombreuses recettes, et même des recettes sucrées, des desserts, par exemple. Et puis également, la fonctionnalité, je le disais tout à l'heure, elle doit être apportée naturellement. Naturellement, c'est important pour le consommateur. Donc tous les ingrédients avec des super fonctionnalités sont les bienvenus. Ce sont les super fruits, on les connaît, ce sont les baies, les baies de goji par exemple, les cranberries, et ce genre de petits fruits, les acérolas, qui sont très riches en vitamines ou en antioxydants. Ce sont aussi les graines, les super graines, la graine de lin par exemple, il y en a beaucoup d'autres. La graine de chia par exemple également, qui sont utilisées. Ce sont les super légumes, super veg, le chouquel, c'est également les épinards, les choux de Bruxelles, etc., qui apportent plus de fonctionnalités, avec beaucoup plus de vitamines ou beaucoup plus d'antioxydants que les autres. Ça peut être également les microalgues, la chlorelle et la spiruline, qui sont utilisées, très riches en protéines, qui apportent. Donc c'est apporter une fonctionnalité apportée naturellement. Ça, c'est de plus en plus important. Alors le plant-based, c'est surtout pour des produits à faire soi-même et facilement, donc notamment pour une population je le disais tout à l'heure, de végétariens ou de véganes, qui préparent plus volontiers la cuisine eux-mêmes. Donc des sauces, on voit beaucoup, vous le verrez sur Ciel Innovation, beaucoup de produits de préparation. Ce ne sont pas des produits tout faits, ce sont des produits qui aident à bien faire. Parce que le végétarien ou le vegan, comme celui qui ne l'est pas, eh bien, il apprécie tout autant la praticité. Donc il ne fait pas tout lui-même, il a 20 minutes ou un quart d'heure pour faire le repas le soir, donc il faut faire vite, donc il faut l'aider à faire. Et là, il y a une source énorme, très importante à mon avis, d'innovation pour aider ceux qui cuisinent végétal. On le voit avec par exemple des sauces ici, des gammes de sauces, on le voit aussi avec des fromages qui rentrent dans la composition de recettes, avec plein d'autres produits que vous pourrez découvrir sur Ciel Innovation. Également des produits qu'on connaissait moins ou peu, ce sont des produits qui permettent de remplacer l'œuf dans la cuisine végétarienne, qui sont le plus souvent à base de légumineuses, ou plutôt de jus de cuisson de légumineuses par exemple, qui ont les mêmes propriétés que l'œuf, qui est de source animale, mais c'est complètement végétal. Donc on peut faire des recettes, quand on a besoin d'un œuf, on utilise ce type de produit. Et voilà, donc ces produits qui aident à cuisiner pour végétariens, pour véganes, se développent considérablement. Et il y a une vraie attente à ce niveau-là. Enfin, le dernier point, c'est l'aspect écologique. Et le consommateur, on l'a vu avec les études qui ont été présentées tout à l'heure, on le voit bien, c'est le plaisir avant tout. Et c'est peut-être un peu réducteur ce que je vais dire, mais c'est mon plaisir. Non. Après, en point 1, ma santé en point 2 et ma planète en point 3. Et c'est dans cet ordre-là. Même si ce n'est pas bien et pas politiquement correct de le dire, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est important parce que c'est une garantie pour le consommateur qui ne veut pas de plaisir, ne veut pas d'état d'âme dans le plaisir de consommer. Donc il faut, et c'est surtout au niveau du packaging que ça se passe. Donc on voit beaucoup apparaître des packagings qui sont intéressants, qui utilisent moins de matière et qui l'affichent sur le packaging. On ne le voit pas bien ici, mais moins 50%, jusqu'à moins 70% de carton ou de plastique par rapport au packaging précédent. Ce sont également des packagings qui utilisent de la matière recyclée. Parce qu'on dit souvent, l'industriel fièrement dit que le packaging est recyclable. Mais s'il n'est pas recyclé, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Il vaut mieux qu'il soit recyclé. Donc là, par exemple, cette bouteille de lait, la bouteille de lait en France, le code du produit est blanc. Là, elle est légèrement grise. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise du plastique recyclé et qui est aussi recyclable. Donc c'est vraiment vertueux comme emballage et très écologique comme emballage. Il y a 2 produits de ce type qui sont présentés sur le salon. Et puis également tous les produits qui montrent de manière ostensible comme celui-là, en disant qu'ils font des efforts pour baisser l'empreinte carbone du produit. Ça peut être au niveau de la production,
ça peut être au niveau de l'emballage, ça peut être au niveau de la livraison des produits, mais c'est un élément qui est de plus en plus pris en compte par les industriels pour séduire leurs consommateurs et avoir un bilan carbone qui soit bon. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à des systèmes anciens, comme la consigne. La consigne revient, il y a quelques industriels exposants ici qui montrent, qui reviennent au système de consigne, comme ici ce fabricant de jus de fruits qui a fait un test dans le nord de la France. C'est une bouteille qui est consignée, donc elle est un peu plus lourde, elle est plus résistante et avec une étiquette qui s'enlève facilement. Il a passé un accord, un deal avec une start-up de livraison et ça marche très bien. C'est-à-dire que les consommateurs disent bah voilà, moi j'ai besoin de 10 bouteilles de jus de fruits pour ma semaine et on vient lui livrer, on vient lui reprendre. Étonnamment, sur des produits pondéreux comme ça qui sont lourds quand on fait les courses, etc., ce système fonctionne très très bien. Donc la consigne pourrait être un système d'avenir et ça veut dire des emballages qui soient différents. Voilà, j'en ai terminé. Je répondrai éventuellement à vos questions si vous en avez à l'issue de la présentation en one-to-one de préférence. Merci à vous.